Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suppose que si vous êtes là, vous êtes intéressés pour venir peut-être vivre au Japon, y étudier. Je me présente, je m'appelle Amandine, j'ai 26 ans et j'habite à Tokyo. J'y travaille. So, je vais vous expliquer un peu comment je suis partie de la banlieue parisienne pour vivre à Tokyo. Donc déjà, est-ce que certains d'entre vous veulent y travailler au Japon? Oui? Y étudier peut-être? Y étudier? Ok. Donc, via mon parcours, je vais un peu répondre à chacun de ces cas et si vous avez des questions, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez à la fin, même si elles ne sont pas forcément liées à la présentation, mais par rapport à la vie au Japon en général. Ok. Donc en fait, moi quand j'avais 24 ans, j'étais étudiante en alternance à la Défense. Je faisais de l'IT Management. Et pendant les vacances, en fait, je suis allée au Japon et je me suis dit pourquoi pas y vivre et y étudier. Au retour des vacances. Donc, au retour des vacances, je suis retournée à la Défense et je me suis dit pourquoi pas venir y étudier. Et c'est là où j'ai commencé à chercher sur Internet un moyen pour aller y étudier, sachant que je n'avais aucune idée, que je parlais pas japonais et que je ne savais pas du tout donc, comment faire. Je suis tombée sur une vidéo de deux youtubeurs canadiens et ils présentaient un service qui s'appelle Gogonion. Le service est un service gratuit qui va aider de A à Z à aller vivre au Japon et à aller y étudier. Donc il les a aidés à trouver une école, il les a aidés à faire un visa étudiant, il les a aidés également à trouver un logement et leur a recommandé une école qui les a aidés à trouver un temps partiel pour travailler en même temps. Donc à l'époque, le site il était seulement en anglais et il n'était pas du tout les français, donc il n'avait pas de service en français. J'avais beaucoup de questions, donc j'ai demandé avec un anglais un peu approximatif. Et une personne m'a répondu, cette personne s'appelle Chris. Aujourd'hui, c'est mon boss. Donc en fait, il a répondu à toutes mes questions, et mes questions c'était majoritairement quel type d'école sont les écoles de langue au Japon, et quelles sont les intensités, qu'est-ce qu'on apprend, également les documents nécessaires, les délais nécessaires, et aussi bien sûr le prix. Il m'a répondu en 2 jours, il a répondu à toutes mes questions et en une semaine j'étais inscrite dans une école au Japon et je partais en décembre en fait. Donc qu'est-ce qui est nécessaire pour un visa étudiant? En gros, il vous faut bien sûr un passeport, il vous faut un relevé de banque, en gros il faut 1 million de yens, ce qui équivaut à 8100 € sur votre compte en banque, ou bien sur celui-là de votre garant. Ça ce montant en fait c'est pas un montant que vous allez forcément utiliser, c'est un montant nécessaire. L'immigration et l'école en fait sache que vous avez survivre au cas où. Si vous ne trouvez pas un travail, si vous voulez juste vous amuser, on ne sait jamais. Donc ça, c'est juste de l'argent de côté que vous devez avoir pour votre famille, votre garant. Également le revenu annuel, le salaire, une fiche de paye, votre impôt de l'an passé, ou celui de votre garant, et votre dernier diplôme. Donc en gros, pour aller dans une école de japonais, il faut que vous ayez au moins un diplôme, de préférence le bac. Il existe des écoles qui vont vous accepter sans diplôme. Avec Gogonion, on a 2. Mais en gros, c'est assez difficile parce que l'immigration est assez stricte sur les personnes qui n'ont pas de diplôme. Mais en gros, nous, à Gogonion, on va vous faire un dossier pour que vous ne soyez pas recalé par l'école. Ah oui, et le visa étudiant, c'est de 6 mois à 2 ans. Et par exemple, si vous vous inscrivez pour 6 mois, vous pouvez renouveler votre visa en étant au Japon, donc c'est-à-dire faire 1 an et demi, etc. Jusqu'à 2 ans. Donc voilà, après en une semaine, j'ai tout envoyé, j'étais inscrite et je suis partie au Japon en fin décembre. Donc en gros, je me suis inscrite fin septembre et je suis arrivée au Japon fin décembre parce qu'il faut quelques mois de traitement avant que vous puissiez partir. Il faut que l'immigration valide votre dossier. Donc j'ai commencé les cours en janvier 2016. Je parlais pas du tout japonais, je savais pas lire le japonais, je connaissais absolument rien et mon anglais était assez approximatif. Les cours sont ni en anglais ni en français, ils sont que en japonais. Alors, comment vous apprenez la langue sachant que vous n'avez aucune base? Déjà, vous devez apprendre les hiragana et katakana, qui sont l'alphabet basique du japonais qui va vous permettre au moins de lire en phonétique. Ça, vous pouvez l'apprendre vous-même en 2 semaines, 3 semaines si vous travaillez bien. Vous allez également l'apprendre à l'école, mais à l'école, ça va être en version rapide. Et vous aurez des tests en fait, pour vous pousser à les apprendre.
Une fois que vous allez apprendre, c'est super facile en fait parce que tout ce que vous allez lire, même si vous ne comprenez pas, vous allez le lire en phonétique et donc ça va vous aider à remémorer les mots. Comment vous allez apprendre également du vocabulaire? En fait, ils vont avoir des fiches de 5 à 10 mots. Et en fait, vous allez apprendre les mots. Donc, par exemple, ils vont vous montrer une fraise. Vous savez ce que c'est une fraise? Ils vont vous dire ichigo en japonais. Et chaque dessin, en fait, va représenter quelque chose. Et c'est comme ça que vous allez construire votre vocabulaire comme un petit enfant, en fait, basique. Et pour ce qui est des temps, de la conjugaison, de tout ce qui est grammatical, et pareil, ils vont faire en fait plus des mouvements. Par exemple, s'ils vont faire le présent, ils vont faire genre mizu, donc de l'eau, nomimasu, donc je bois de l'eau. Et une fois qu'ils l'ont bu, ils vont faire mizu nomimashita, donc ils ont fini de boire de l'eau. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que vous allez apprendre pendant des mois et des mois et des mois. Vous allez vous construire des bases dans une langue, et au fur et à mesure, vous allez apprendre cette langue, et ça va se devenir de plus en plus compliqué. Et sans vous en rendre compte, au bout de 3 mois, vous pourrez comprendre plus ou moins ce qu'on vous dit. Vous aurez les bases, et vous comprendrez dans la rue, vous reconnaîtrez des mots, vous reconnaîtrez des choses que vous apprenez à l'école, et vous allez pratiquer également ces mots. Les cours, en fait, c'est pas de 8h à 17h, c'est le matin ou l'après-midi, donc ce qui vous laisse beaucoup de temps libre. En gros, vous avez 4 heures de cours par jour, 5 fois par semaine. Les écoles, en fait, sont hyper internationales. Donc ça, c'est une partie des personnes qui étaient en classe avec moi. Donc si je commence par ici, elle vient du Costa Rica, il vient du Mexique, elle vient de Chine, elle vient de France, il vient d'Espagne, elle vient de Suisse, il vient de Colombie et il vient de Corée. Donc en gros, vous allez rencontrer des gens du monde entier, mais vraiment. Et ça va vous apprendre beaucoup de choses et vous faire des amis. Même une fois que vous avez fini l'école, vous resterez toujours en contact parce qu'ils sont dans la même situation que vous en fait. Ils viennent de quitter leur pays, ils viennent de tout quitter. Ils viennent d'arriver dans une nouvelle école, dans un nouveau pays et forcément ils veulent se faire des amis. À partir de février, j'ai commencé à travailler pour Gogonian. Parce qu'en fait, ils cherchaient un mi-temps pour pouvoir survivre au Japon. Et en fait, ils cherchaient des personnes françaises qui puissent les aider à répondre aux étudiants français. Donc en gros, ça c'est mon équipe, c'est mon entreprise, c'est Gogonian. Et en fait, c'est des personnes également du monde entier, donc on vient de tous les continents et on a environ 16 nationalités différentes dans l'entreprise. Ce qui est bien quand vous êtes étudiant, c'est que vous pouvez travailler 28 heures par semaine. C'est un mi-temps. Et vous pouvez le faire. Par contre, moi je l'ai pas fait, donc j'ai eu 20 heures par semaine, parce qu'avec 4 heures de cours par jour, plus le travail, donc pour Gogonian, je travaillais 3 heures le matin et 2 heures le soir après les cours. C'était plutôt bien parce que ça permettait de faire de l'argent et ça permettait aussi de travailler mon anglais et de travailler mon japonais et d'aider d'autres Français à venir étudier au Japon. En juin 2016, j'ai arrêté les cours. À la base, je voulais faire 1 an de cours au minimum pour être bilingue en japonais et trouver un travail au Japon, mais par contre, vu que j'ai commencé à travailler pour Gogonian, c'était une entreprise internationale, une start-up, des gens du monde entier, et j'ai aidé les autres Français à venir étudier au Japon, je me suis dit, pourquoi pas continuer avec eux? Donc en fait, j'ai quitté l'école, j'ai arrêté mon visa étudiant et je suis passée en Working Holiday parce que je voulais quand même voyager dans le Japon, ce que je n'avais pas pu le faire à cause de l'école en fait au départ. Donc j'ai commencé en Working Holiday. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait un Working Holiday ou qui veulent en faire un, peut-être, dans le futur? Ok. Donc les Working Holiday, c'est la même chose à peu près dans le monde entier, les mêmes documents nécessaires, donc un passeport, un relevé de banque. Là, vous ne pouvez pas avoir de garant, il vous faut votre propre relevé. En gros, il vous faut 3100 € sur votre compte en banque et un billet retour, retour modifiable, où il vous faut 4300, 4600 € si vous n'avez pas de billet de retour. Il vous faut une lettre de motivation. Donc, pourquoi vous voulez partir dans ce pays, y voyager, pourquoi vous voulez y faire un Working Holiday? Il faut également un planning, vous allez devoir planifier qu'est-ce que vous voulez faire dans ce pays. Donc en gros, vous donnez les dates, vous donnez les lieux, vous essayez d'évaluer combien ça va vous coûter. En fait, ils veulent que vous travaillez en avance pour que vous ne vous retrouviez pas du jour au lendemain sans argent et perdu au milieu de la cambrousse en fait. Il vous faut également votre CV, bon ça c'est pas très important, mais ils veulent quand même savoir d'où vous venez. Et il vous faut un certificat médical qui va vous dire que vous pouvez voyager pendant 1 an dans un certain pays. Et le Working Holiday par contre c'est 1 an. Donc, moi j'ai fini mon Working Holiday et je suis passée en temps plein après. Donc pendant le Working Holiday j'ai pu voyager à travers le Japon et j'ai pu également travailler
en mi-temps parce que ma boîte est vachement flexible et c'est vraiment une start-up qui en fait vous laisse de la liberté. Donc ça en gros c'est le boss, le CEO de la boîte. Et ça c'est le second, donc mon boss direct. Et c'est plus ou moins des conneries toute la journée en fait. Donc aujourd'hui je vous ai dit que je vais commencer à travailler en temps plein, donc j'ai un visa de travail. Pour le visa de travail également il vous faut votre passeport, il vous faut un CV, une lettre de l'employeur et votre contrat, et également un bac plus 3. Donc si vous voulez venir travailler au Japon, il faut que vous ayez un bac plus 3, sinon vous n'avez pas de visa de travail. L'immigration va vous refuser, à moins que vous ayez 10 ans dans votre métier. Donc en gros, il faudrait que vous attendiez 10 ans avant de pouvoir travailler au Japon et d'avoir un visa de travail. Les visas de travail sont de 1 an, 3 ans, 5 ans renouvelables. En général, pour les Français, c'est 3 ans parce qu'on est plus ou moins genre, une nationalité sûre. Donc ils nous donnent directement 3 ans de visa. 5 ans, c'est en général votre deuxième visa. Une fois que c'est renouvelé, vous avez un visa de 5 ans. Donc pendant 5 ans, vous êtes tranquille. Et après, généralement, au bout de 10 ans, vous avez vous êtes devenu un résident permanent. Donc là, vous n'avez plus besoin de renouveler votre visa aussi souvent. Si vous ne voulez pas, si après avoir étudié, on va dire le japonais, après avoir fait un working holiday, vous ne trouvez pas de travail à temps plein, vous ne trouvez pas de quelqu'un pour vous sponsoriser un visa de travail, vous pouvez poursuivre vos études et aller dans une école professionnelle. Donc, ça dure un peu comme Ebita, une école où vous apprenez un métier. Ça s'appelle une Seimon-gakko. Et c'est une école en fait qui, comme une université, mais qui va donc vous apprendre un métier. Vous avez tout type d'écoles, donc vous avez des écoles similaires à Ebita, vous avez des écoles pour apprendre à faire des sushis, de la cuisine, vous avez des écoles pour apprendre la beauté, pour apprendre la cosmétique, pour apprendre la mécanique, tout ce que vous voulez, et en fait ça va vous donner un diplôme comme un master, un bachelor, qui va vous permettre de travailler au Japon. Ou bien vous pouvez aussi également aller à l'université. Donc cette université, c'est Tokyo International University. C'est une université où les cours sont en japonais majoritairement, donc c'est-à-dire qu'il y a plus des japonais avec vous, et également en anglais. Vous aurez 4 programmes en anglais où vous n'avez pas besoin d'apprendre le japonais. Vous apprendre le japonais dans le programme bien sûr, mais les cours sont en anglais, donc vous n'avez pas besoin de parler japonais. Ou bien vous pouvez aller dans une école japonaise, et là par contre vous devez passer les concours d'entrée japonais qui sont hyper difficiles. Bon, par rapport à un concours d'entrée français à l'université. Mais vous devez avoir un bon niveau en japonais, donc le N2, JLPT N2. Le N2, en gros, vous l'avez en 2 ans si vous étudiez le japonais au Japon. Ce qui demande beaucoup de travail et beaucoup de sérieux surtout. Mais c'est possible et voilà, dans mon école, moi, il y en avait beaucoup qui voulaient avoir le JLPT, le N2, pour pouvoir poursuivre leurs études à l'université au Japon. Voilà. Alors, en gros, juste pour un récapitulatif, qu'est-ce que Gogonian apporte contrairement à d'autres écoles ou à d'autres agences? En fait, notre service il est complètement gratuit. On est rémunéré par les écoles parce qu'en fait, on fait le travail des écoles, c'est-à-dire qu'on récupère tous les documents, on traduit les documents, on vérifie les documents, on fait votre dossier parfait pour qu'une fois qu'on l'envoie à l'école, ils ont juste à vérifier et l'envoyer à l'immigration. Point, fini. De même, on va vous aider pour faire votre visa. Donc pareil, vous n'avez rien à faire, vous nous envoyez vos documents et c'est tout. Et en gros, nous, par rapport à l'immigration, on n'a jamais de refus parce qu'on fait toujours en sorte que les dossiers soient parfaits. De même, on vous aide pour le logement. Donc parfois, pour trouver un logement au Japon, c'est un peu difficile parce que forcément, vous ne parlez pas les langues, vous ne connaissez pas peut-être la géographie japonaise, vous ne savez pas exactement dans quel quartier, quelle ville c'est bien de vivre, la distance, les transports, les coûts. On vous aide pour ça également. Et être sur place. Donc en gros, Gogonian, ce qui est cool, c'est qu'on est une entreprise assez jeune. En gros, la moyenne d'âge, c'est peut-être 27 ans. Le plus vieux, c'est le boss, il a 34 ans. Et donc en gros, ce qu'on fait, on fait des soirées chaque semaine pour nos étudiants et pour les étudiants japonais également, pour que chacun se rencontre, parle, discute, échange sur son pays. On fait également des soirées d'orientation à chaque rentrée. Donc en gros, il y a 4 rentrées. Il y a janvier, avril, juillet et octobre. Et à chaque rentrée, on fait une grosse soirée. On fait venir tous les étudiants Gogonian, qui sont situés à Tokyo ou à Osaka. Et là, on va leur expliquer tout ce qu'ils ont besoin de savoir au Japon. Et après, on va les aider à discuter avec eux, entre eux, et à se faire des amis. Gogonian, on a
18 écoles réparties partout dans le Japon, dans 6 villes. Donc Tokyo, Yokohama, Osaka, Kyoto, Hokkaido. Ça fait pas 6, ok. Fukuoka. Ok, et Fukuoka. Et voilà, nos écoles ont 5 rythmes d'intensité. Donc le plus haut, c'est les écoles pour apprendre le japonais le plus vite possible. En gros, vous n'avez pas le temps de vivre. Mais vous apprenez le japonais en un an, vous parlez sans problème, vous savez lire sans problème, vous n'avez aucun souci. Après, il y en a, elles sont un peu moins rapides que celles-ci, d'autres encore moins rapides. Et après, vous avez vraiment celles qui sont... Les écoles où vous allez apprendre le japonais, mais majoritairement, c'est pour que vous puissiez vivre au Japon pendant 2 ans. Donc vous apprenez le japonais, vous avez un visa étudiant, vous travaillez à côté, vous faites votre vie. Il y en a beaucoup qui font ça parce qu'ils ont un business en parallèle ou bien parce que simplement ils veulent s'amuser pendant 2 ans au Japon. Chacun son délire. Chacun fait ce qu'il veut et franchement, moi je comprends. Donc voilà, pour moi c'est fini. Si vous avez des questions, vous pouvez me les demander maintenant. Ou bien, si ça vous vient plus tard, vous pouvez envoyer un mail info@gogonion. Et moi ou mon collègue français va vous répondre dessus. Voilà, donc si vous avez des questions... Oui. Quelles sont les conditions principales pour devenir résident permanent? Les quoi? Les conditions principales. Les conditions principales, ok. Ils ont affaibli les conditions il y a quelques mois. En gros, majoritairement, ça dépend de combien vous gagnez, ça dépend de diplôme, ça dépend de votre position dans l'entreprise, et ça dépend de combien de temps vous avez vécu au Japon. En gros, pour ceux qui gagnent énormément, qui ont des diplômes et qui ont une très grosse position dans leur entreprise, au bout de 2 ans, ils sont résidents principaux. Pour ceux qui gagnent un peu moins, on va dire ceux qui viennent en début de carrière, là par contre, c'est environ 5-6 ans de résidence au Japon, etc. Et en fait, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais en gros, voilà, au bout de 5 ans en général, si vous avez évolué bien dans votre entreprise au Japon, etc., vous parlez japonais, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une demande de résidence. Oui. Vous êtes allé au Japon, après avoir fait 2 mois de vacances là-bas, c'est ça? Ouais, 1 mois de vacances. 1 mois de vacances, d'accord. Pas de manga, pas de J-pop, pas de K-pop, rien. Non. Non, j'écoute pas de J-pop, je lis vite fait des mangas, mais sans plus. En fait, à la base, quand je suis allée au Japon, c'était pour ma carrière, majoritairement, parce que j'aimais bien la vie et j'avais rencontré pas mal de France expats. Et aussi dans mon ancienne entreprise, c'était une grosse boîte à la Défense, il y avait beaucoup de personnes qui avaient commencé une carrière en Asie, étaient revenues en France et avaient pu monter dans les échelons plus vite. Moi, c'était mon but principal, et au final, j'aime juste la vie là-bas, c'est juste génial. Il y a des trucs à faire tous les jours, tout est nouveau, tout bouge. Et par rapport à la France, c'est hyper relax. Énormément, hyper relax. Parce que surtout quand on est étranger, on a un traitement de faveur, entre guillemets, dans le sens où on nous demande moins qu'on demanderait aux Japonais. Donc en gros, les Japonais font des heures gyo, donc des heures sup, et nous, on ne fait pas d'heures sup, par exemple. Dans ma boîte, on ne fait pas d'heures sup, déjà de base. Mais dans les autres boîtes japonaises, par exemple, les amis français qui vivent au Japon font quasiment pas d'heures sup. Une heure à 4 heures, elles vont finir. Ça fait quoi, des tensions dans le boulot Non, parce que le seul truc au Japon, c'est que tu ne seras jamais un japonais. Tu seras toujours traité différemment. Toujours. Et il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Il faut juste voir les bons côtés. La difficulté pour trouver un boulot quand on va au Japon? Ah oui. Aucune difficulté. Parce que je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais en gros, le chômage au Japon, il est à 2%. À 2%. En fait, il y a environ une centaine d'offres pour chaque candidat. Donc maintenant, ils recrutent à tour de bras. Et même si vous n'êtes pas bilingue en japonais, juste savoir bien parler japonais et lire, vous êtes recruté. Maintenant, ils s'intéressent énormément aux compétences et à ce que vous allez leur apporter. Donc là, ils recrutent énormément dans tous les domaines. Si vous ne trouvez pas de travail en France, allez au Japon. Ils recrutent énormément. Pour de vrai. Moi, je ne fais pas le billet. Mais par contre, si l'entreprise vous recrute, elle va vous payer le billet. Elle va vous payer le logement. Qui est votre collègue derrière? C'est ma sœur. Ah, ok. J'ai pas fait venir toute mon entreprise ici.
que vous avez, enfin, là ça fait 2 ans maintenant que vous avez. Voilà, ouais. Au bout de 6 mois, vous avez arrêté les cours. Ouais. Au bout de combien de temps, on va dire, après ces 6 mois, vous êtes devenu à l'aise, vous pouvez tenir une conversation? Je pense au bout d'un an. En fait, moi j'ai arrêté les cours au bout de 6 mois, complètement. Et juste, en fait, je discutais de temps en temps, voilà, par-ci par-là, en japonais sans plus. Sachant que moi, la plupart de mes amis et des personnes que je fréquente, en fait, parlent anglais. Même les japonais que je fréquente parlent anglais. On dit que les japonais parlent pas anglais, mais une grande partie parle anglais et surtout, de plus en plus de jeunes sont partis à l'étranger vivre 1 an, 2 ans, faire leurs études, 4 ans, et sont revenus au Japon. Donc il y en a énormément qui parlent anglais en fait. Et même des personnes plus âgées qui disent ne parlent pas anglais, il suffit de quelques vers et ils parlent anglais. Voilà. Mais par exemple, j'ai une collègue qui en fait elle a commencé les cours en même temps que moi et elle a continué en baito, donc c'est-à-dire en temps partiel, dans la même entreprise. Elle parle parfaitement anglais. Donc en gros, ça fait 1 an et demi qu'elle est à l'école, parle fortement japonais. Donc ça fait 1 an et demi qu'elle est à l'école, qu'elle va à l'école et qu'elle travaille à côté en même temps. Et qu'elle fréquente beaucoup de personnes japonais parlant majoritairement japonais. Et en fait, elle sans problème. Parfait. Ça dépend de chacun. Oui. Ok. En gros, les niveaux, c'est qu'il y en a 5. Et comment expliquer les différences, c'est que le plus élevé, en fait, c'est être vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas de vie. Mais par contre, vous apprenez très vite. Après, le niveau un peu moins élevé, c'est que voilà, pareil, vous n'avez pas trop de vie, mais vous pouvez quand même un peu sortir et vous relaxer. Et en fait, c'est crescendo, 5 niveaux. Et le niveau le plus bas, c'est vraiment ça. Le niveau le plus bas, c'est que vous allez à l'école, vous n'avez pas de devoirs à la maison, c'est fini. Vous allez à l'école, c'est fini. Et en fait, plus ça monte, plus les cours et les exercices que vous devez faire augmentent également. Donc en gros, moi dans mon école, c'était niveau 4. Parce que je voulais travailler au Japon, donc je voulais apprendre le japonais, je voulais être bilingue, je voulais parler professionnellement. En gros, j'ai commencé à apprendre 10 kanji par jour. Chaque jour. Également plus la grammaire, le vocabulaire, tout ça. Aussi, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter l'école, parce que pour moi c'est trop. Enfin, je venais de finir mes écoles, j'ai fait mon master, c'est fini. Repartir dans 2 ans d'école, non. Et donc j'ai appris juste les bases, ça m'a suffi. Et après, j'ai continué plus ou moins à étudier par moi-même et à discuter par moi-même. Mais par contre, voilà, aujourd'hui je sais lire 100 kanji, ça me suffit au quotidien. Mais par contre, je ne peux pas travailler avec des japonais. Je ne peux pas lire un mail. Enfin, il y a Google Trad, mais sinon je ne peux pas lire un mail. Et voilà, en gros, c'est vraiment le plus bas, vous n'allez pas avoir de devoirs à la maison, et le plus haut, vous allez passer 4 heures à l'école et tout le reste à la maison à étudier. Et en fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, à Google Neon, on a 15 student coordinators. Donc en fait, c'est des personnes qui vont vous aider et répondre à toutes vos questions. Et en fait, ce qu'ils font leur travail, c'est qu'ils vont répondre personnellement à toutes vos questions. Donc en gros, si votre but, c'est d'aller travailler au Japon, ils vont vous conseiller une école qui va vous permettre de travailler au Japon, qui va vous permettre d'avoir le GLPT très vite, qui va vous permettre d'apprendre le Keigo, c'est-à-dire le japonais nécessaire pour faire du business, pour discuter en entreprise. Et voilà. Donc en gros, dans toutes nos écoles, il y a des niveaux, mais il y a également certaines écoles qui sont plus spécialisées sur les kanji, l'écriture, la lecture, ou bien l'oral, la communication. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. D'autres questions? Oui. Est-ce que l'apprentissage du Japon à travailler, sachant que en Belgique, il existe des entreprises, oui, justement étrangères, d'autres français. Oui. Tout la boîte en français, du coup, on n'a pas de quotidien quand même, mais aussi un peu ça. Ok. Oui. Enfin, oui et non en fait. C'est plus personnellement, donc vous pouvez trouver un travail et ne pas parler japonais. J'ai un ami, ça fait 10 ans qu'il habite au Japon. Il s'occupe des clouds d'Apple, il parle pas japonais. Pourquoi? Parce que dans son travail, il travaille qu'avec des personnes qui parlent anglais. Il a des compétences assez élevées pour se permettre de ne pas parler japonais. Par contre, si vous arrivez, vous venez de finir vos études ou tu cherches un travail, c'est recommandé de quand même parler un minimum japonais. Ça dépend de votre position en fait, vraiment. Si vous avez des compétences qui vous permettent de ne pas parler japonais, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez chercher, il y a énormément d'entreprises étrangères, par exemple également les agences de recrutement, vous pouvez les contacter. Ah là, par contre, ils sont vraiment sous les dents. Ils recherchent des candidats à tour de bras, parce que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, le chômage est très bas.
Donc ils ont besoin de recruter et ils gagnent énormément. Donc si vous continuez une agence, ils vont tout faire pour trouver un emploi qui est adapté à vous. Donc si vous ne parlez pas japonais, vous cherchez un travail, ils vont tout faire pour ça. Mais ça fait toujours plus beau sur le CV de parler un minimum japonais. Même si c'est basique. Comment ça se fait qu'il y a si Ok, donc on va... Je sais pas si vous savez, donc la population japonaise décroît. En gros, il y a eu moins de 1 million de bébés cette année, dans tout le Japon. Et par contre, des morts, je crois qu'il y en a 1 400 000, un truc comme ça. Donc en gros, la population décroît. Également, il y a beaucoup de jeunes, comme je dis également, qui vont à l'étranger travailler parce qu'ils en ont marre de la société japonaise qui est tellement stricte. Parce que quand vous travaillez dans une entreprise japonaise, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche, concrètement, vous êtes jeune, vous n'avez rien à dire. Et ils ne vont pas reconnaître vos efforts. En fait, vous allez monter en hiérarchie par l'âge. Et non pas par rapport aux résultats que vous allez donner. Donc vous pouvez vous tuer au travail pendant 10 ans, c'est dans 10 ans que vous serez monté en hiérarchie parce que c'est là que vous avez l'âge. Également les femmes aussi quittent beaucoup le pays parce que le pays est hyper machiste. Donc en gros une femme qui peut avoir du pouvoir, il n'y en aura pas, quasiment pas. Et par contre dans les entreprises étrangères ça change. Par exemple dans mon entreprise ils m'ont mis déjà manager au bout de 1 an et demi dans mon entreprise, maintenant je gère toute la France et le marketing de la boîte. Ça change en fonction vraiment des entreprises. Il y avait une autre question? Le niveau de vie en fait. Les produits courants c'est cher, c'est pas cher. Si je veux faire la cuisine chez moi en fait. Ça coûte moins cher de manger dehors que faire la cuisine chez vous. Sérieux? Ouais. En gros, un repas de midi, ça va coûter 1000 yens, 1200 yens qui équivaut à 8-10 euros. Un repas complet. Genre entrée, plat, dessert, boisson. Les légumes, une pomme, ça coûte 2 euros. Une pomme. Oui? Un kilo de pomme ou Non, une pomme, ça coûte 2 euros. 200 yens, minimum. Les fruits et les légumes sont hyper chers. La viande est hyper chère. Le riz, c'est pas cher. Donc, pour manger équilibré et varié, ça coûte très cher. Mais par contre, si vous allez au restaurant, c'est pas cher parce que je sais pas pourquoi. Parce que juste tout le monde mange dehors, en fait, tout le monde. Parce que déjà, les appartements sont petits, donc avoir un frigo comme ça, c'est pas possible. Les frigos, ils sont comme ça. Et de toute manière, ils n'achètent pas à manger parce que ça coûte trop cher. Donc ils vont dehors. Et donc les restaurants sont beaucoup moins chers. Ouais. Et tout le monde mange dehors, tout le temps. Oui. Du coup, un emploi équivalent entre la France et le Japon, le salaire, ça coûte quoi? Pardon? Le salaire. Ah, niveau salaire ça dépend pareil. En gros, en France, en fonction des études, on peut demander, par exemple, on peut essayer de négocier un salaire assez élevé parce que voilà, je viens de telle école, j'ai appris ça, vous avez besoin de telle compétence. Au Japon, le salaire de départ sera le même pour tous. Parce que c'est la première année, ils veulent évaluer, ils veulent vous former, vous n'allez pas forcément leur apporter de l'argent. Ils vont surtout majoritairement vous former. Après, avec les années, ça monte, ça monte. Et par contre, les bonus, dans les entreprises japonaises, c'est 3 à 4 fois le salaire. Il y a entre 2 et 3 bonus par an. Donc le salaire par mois est bas par rapport en France. Mais par contre, les bonus ne sont pas bas du tout. Le salaire n'est pas, mais c'est quoi l'équivalent en euros? En gros, le salaire de départ, ça va entre 200 000 et 220 000, ce qui équivaut à 1600, 1800 euros. Qu'importe le diplôme, etc. et l'expérience. Net ou brut? Ça dépend, ouais, mais brut, ouais. Ah, d'accord. Mais après, il y a les bonus derrière. Ça, en fait, c'est ça. C'est comme nous, on négocierait notre 13e mois, plus les bonus par rapport aux performances. Mais eux, leurs bonus, ils sont toujours là. Ça, c'est cool. Pardon? Ok, ça dépend de quelle ville où vous allez. Moi, j'habite à Tokyo, et à Tokyo, en fait, là, il y a une énorme vague d'étrangers. Parce que
le gouvernement fait en sorte qu'il y ait un maximum d'étrangers qui viennent, ils mettent des milliards pour que les gens du monde entier viennent visiter, et également ils travaillent parce que la population décline. Les Tokyoïdes commencent à être un peu énervés, on va dire, par rapport à ça, mais ils sont toujours pas au niveau des Parisiens, donc ça va. Par contre, si vous êtes dans des villes, par exemple Osaka, Kyoto, Hokkaido ou d'autres villes, donc qui ne sont pas la capitale, là, par contre, ils sont toujours intéressés par vous. Vous venez d'où? C'est quoi votre histoire? Pourquoi vous êtes au Japon? Et vous aimez le Japon? Ah, vous savez vous servir des baguettes? Enfin, le basique. C'est tout le temps les mêmes choses. C'est marrant. Mais non, même à Tokyo, les gens ils sont quand même contents de vous parler en fait. Dès que vous êtes un peu souriant, ouvert, il n'y a pas de souci, ils sont contents de connaître votre histoire, ils veulent vous découvrir, ils veulent... Voilà. Mais c'est plus au quotidien dans la rue, dans les transports par exemple, ça bouge un peu et des fois il y a un peu de... Il y a certains endroits où il y a des vieux, parce que forcément il y a énormément de vieux au Japon, ils commencent à être un peu vieux, donc un peu déments en fait. Et par contre ils vont crier des trucs genre gaijin, qui veut dire étranger, dès que vous passez. Mais ça c'est les vieux, enfin ils peuvent rien quoi, les pauvres ils sont vieux, enfin voilà. Mais voilà. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui. À Kyoto, tu le logement, du coup, un loyer équivalent, on va dire, à Paris. En gros... Si on a un placard à Paris, est-ce qu'on aura aussi un placard à Tokyo ou ça sera... Non. Vous avez un placard à Tokyo pour un placard que vous avez à Paris, donc c'est-à-dire 700 € le petit truc parce que voilà, il n'y a pas le choix. Par contre, dès que vous sortez de Tokyo, même en banlieue, on va dire que vous faites 1 heure en banlieue de Tokyo, là ça devient beaucoup plus grand déjà. Et de même, pareil, Osaka, Kyoto, c'est pareil, vous avez beaucoup d'espace. Et en gros, je sais pas, comptez à peu près 100 € les 10 mètres carrés, donc 40 mètres carrés, peut-être 400 €. C'est un peu, je pense, comme dans les villes de moindre taille en France, en fait. Oui. Il n'y a pas de transport au-delà? 0. Et l'excuse, je suis en retard parce que le train n'est pas parti, ça marche pas. J'ai essayé au début, ça marche pas. Mais je suis français, donc Ils sont à l'heure, en plus. Donc les métros, les trains sont à l'heure. En gros, vous pouvez planifier votre journée le matin en partir. Je prends tel métro à telle heure, il est là. Et les bus aussi sont à l'heure. Oui. qu'est-ce qui est le plus cher au Japon? Hein? Qu'est-ce qui est le plus cher au Japon? Par rapport à quoi? À la France? Ça, et aussi par rapport à tous les produits, tous les transports, tous les tickets, etc. Ah oui, par contre les transports sont absolument pas comme Paris. Donc en gros à Paris maintenant on est content, on a un petit ticket, il fait tout le mois, partout, toute la France, sans problème. Au Japon vous payez par station. Et la carte Navigo en fait ça va d'une station à l'autre station. En gros, moi j'habite à 2 stations de mon travail, je paye 30 € par mois. Juste pour les 2 stations entre chez moi et mon travail. Et le reste, dès que je sors de ce trajet, je paye. Oui. Ah oui, ça répond à votre question, vous voulez... Ou sinon, oui, les fruits également. Enfin, les pommes à 2 €, c'est un luxe maintenant, les pommes. Oui. À ce moment-là, pour les transports, c'est pas mieux de prendre le vélo ou de marcher? Si, voilà, les Japonais se baladent beaucoup en vélo. Vélo, skate, à pied. En fait, les lignes de transport sont privatisées. Donc en gros, dès que vous sortez de la ligne de transport d'une certaine compagnie et que vous allez dans l'autre, bah, vous payez en deuxième trajet en fait. Au pire, dans une ligne de transport, bah, voilà, vous faites 5 stations, ça va être le même prix que pour 4 ou 6 stations. Mais par contre, si vous changez et que vous faites une station dans la compagnie à côté, vous payez un deuxième trajet. Donc en gros, une habitude qu'on a au Japon, c'est trouver la station la plus proche d'où on va, même si c'est pas la plus proche. Juste la moins chère en fait. Et après on marche. Et par contre quand il fait 40 degrés, c'est pas marrant, mais voilà. Et sinon oui, il y a le vélo, et le vélo c'est une bonne idée. Non, ouais, allez-y. Sinon, par rapport à chacun, il a un truc différent pour un esclave. Donc, moi, par exemple, si j'ai un plan spécifique, comment est-ce que je fais? Est-ce que je suis envoie un mail et je leur demande comment ça marche en fait? Oui, exactement. En fait, on a beaucoup de personnes qui nous contactent quand on fait des conférences comme ça ou via les réseaux sociaux, mais on préfère ne pas répondre en public parce que forcément chaque personne est différente et après chaque personne peut avoir
quelque chose à te raconter, pas forcément public. Donc oui, en fait, on va faire des échanges de mails, et en fait, nous, on utilise un logiciel qui fait un dossier automatique de tous les mails et de tous les documents reçus, et c'est comme ça qu'on peut traiter chaque dossier, en fait. Il n'y a pas de problème. D'autres questions? Oui? À part les pommes, qu'est-ce qui est le moins bien au Japon par rapport à la France? Qu'est-ce qui est le moins quoi? Qu'est-ce qui est moins bien en général au Japon par rapport à la France? À part la nourriture, qui est chère. Et encore, c'est que si vous cuisinez à la maison. Parce que, mais en fait, le truc dehors aussi pour manger, c'est que ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a énormément de concurrence, il n'y a que les bons restos qui restent en fait. Donc, c'est plutôt cool. Il n'y aura pas de resto où on tomberait malade parce que tout le monde tombe malade et plus personne n'y va. Comme en France, certainement. Voilà. Il n'y a pas de transport la nuit. Ça, c'est chiant. En gros, il faut prendre le taxi au marché. Et les taxis sont chers. Plus qu'à Paris. La nuit, en fait, le dernier métro en semaine, c'est minuit 30 en fonction de la ligne. Donc minuit 30. Et le week-end, c'est 1h, 1h30 en fonction de la ligne. Non, ouais, ça va, sauf qu'après, c'est sardine. Et au Japon, par contre, ils vous laissent pas un peu d'espace pour faire genre on ne pousse pas. Non, c'est comme... Donc en gros, ils vous se poussent littéralement à l'intérieur du métro parce que pour qu'un maximum de gens rentrent. Non. Non, c'est pas un fake, du tout. C'est le quotidien de certains. Oui? Taxi, est-ce que tu peux faire des tarifs supplémentaires au Japon ou pas? Ils essayent, mais en fait les Japonais privilégient la qualité au prix. Donc ça marche pas, parce que les taxis japonais sont déjà parfaits. Donc, enfin la bouteille d'eau, ils s'en foutent, les Japonais, ils veulent juste avoir un taxi qui passe devant eux, ils le chopent. Le gars il a des gants blancs, il y a de la dentelle partout à l'intérieur, il ouvre la porte automatiquement, il y a de la clim, il est gentil, donc voilà. Et ben ça marche pas trop. Pas des animés dans le voyage? Dans le taxi? Ouais. Non, mais il y a des taxis avec des mangas et animés, oui. À Akihabara. Ok, d'accord. Oui? Et pour pas prendre les transports en commun pour marcher dessus, sécurité, c'est. Enfin, moi j'ai entendu dire que c'était pas mal la sécurité de là, que c'est dangereux de sortir. Non, c'est absolument pas dangereux. Au début, j'habitais dans le quartier rouge à Shinjuku, Kabukicho. Donc le quartier que tout le monde dit que c'est hyper dangereux parce qu'il y a énormément de yakuza, il y a énormément de gangs, il y a même eu des coups de feu, etc. Je me suis jamais fait arrêter dans la rue par un mec en tant que fille, même seule, au milieu de la nuit, en vue ou quoi que ce soit. Voilà. Dans le pire quartier du Japon. Oui. Donc, vous diriez qu'il y a plus de femmes en jupe au Japon qu'en France? Au Japon, pour aller sur ce sujet, les femmes montrent leurs jambes, très courts, et ne montrent pas les épaules, ni le dos, ni la poitrine. Donc en gros, c'est des gros t-shirts, et par contre les jupes, c'est super court. Tout âge. Même les plus âgés. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? C'est bon? J'ai répondu à toutes vos questions? D'accord. Si vous en avez d'autres, vous pouvez envoyer un mail à Gogonia et prendre un flyer ou un sticker si vous voulez. Super. Merci beaucoup.